Oui, bonjour. Ça me fait plaisir en ce beau lundi matin d'avoir la visite d'un de mes grands amis, Jagmeet Singh, le chef du nouveau Parti démocratique, qui fait une tournée en Atlantique. Alors, on veut commencer le remercier qui est ici dans la région de Acadie-Bathurst, l'ancienne circonscription, notre ancienne circonscription. Puis Jagmeet Singh est une personne qui tient à cœur la région. Et alors, il le démontre en étant ici ce matin. I am so pleased on this beautiful Monday to be able to meet with Jagmeet Singh in the region of Acadie Bathurst. He's with us. And without waiting more, I'd like to present you Jagmeet Singh in the riding of Acadie Bathurst. Thank you, my friend. Un grand merci à Yvon Godin. J'ai dit à Yves hier que Yves a fait un grand sacrifice, un grand service pour le pays, pour la région, mais il continue de m'aider beaucoup avec des conseils. Et je suis tellement reconnaissant de son travail. Thank you so much. I'm really honored to be here. I just want to acknowledge the incredible work of Yvon Godin au secteur qui était touché, qui était frappé par la COVID-19. Donc, ça doit être notre priorité. Pour moi, ça reste ma priorité. Comment est-ce que je peux aider les gens? Donc, la deuxième chose qui se présente, c'est le fait que Justin Trudeau dit que le Parlement ne fonctionne pas. C'est complètement fausse. Parce que dans le passé, ce qui a fonctionné, c'est le fait que quand le gouvernement libéral a voulu attaquer les gens, ils ont travaillé ensemble avec les conservateurs pour voter contre la science médicaments, pour voter contre une taxe sur les ultra-riches, pour voter contre notre proposition d'enlever les profits dans les centres de soins de longue durée. Donc, c'est clair, quand ils veulent travailler ensemble avec les conservateurs, ils sont prêts, les libéraux. Mais quand on a poussé le gouvernement libéral pour livrer plus d'aide, plus de gens, on a réussi avec les négociations. C'est exactement ce que les Canadiens veulent voir. Donc, on va continuer de pousser ce message qu'on doit travailler pour les gens, on doit aider les gens, pas faire déclencher une élection. Finalement, on a un rapport des Nations Unies, des scientifiques qui montrent encore la grande peur de la crise climatique. C'est vraiment une situation dangereuse, précaire, et on doit faire tout ce qu'on peut pour défendre notre environnement, le climat. Et comme des néo-démocrates, notre proposition, c'est on peut créer des milliers d'emplois, des bons emplois pour réduire nos émissions, pour faire face à la crise climatique. Et on doit faire face aux grands pollueurs. C'est notre offre pour les Canadiens. So I want to talk about a couple of things today. First off, we know that Justin Trudeau is planning an election. And as I've said before, it is the wrong thing to do. With the risk of a fourth wave potentially, the focus should be on getting people the help they need, getting everyone vaccinated. On top of that, we know that Justin Trudeau has been putting out this idea that Parliament doesn't work. It's completely false. We have shown again and again that Parliament does work. When Justin Trudeau wants to cut help to people, he has teamed up with the Conservatives to do that. And they voted against pharmacare. They voted against taxing the ultra-rich together, and they teamed up together to vote against our motion to remove profit from long-term care. They've shown that they can work together with the Conservatives when it comes to hurting people. And with us, New Democrats, we have forced this government to deliver more help for more people. And we're proud of the fact that we were able to double serve and bring in more help for small businesses with increased wage subsidy. We were able to help students and bring in a paid sick leave. We were able to fight and push for more help for more people. And yes, it took negotiation, but that's what Canadians expect. So again, I want to call out that Justin Trudeau's only reason for having an election is to increase power, and that is not in the interest of Canadians. We are ready to fight an election if it's called, but it's not the right thing to do. And finally, the IPCC report that's come out is very, very troubling. We know that we are in a climate crisis, but the scientists at the United Nations have come up with a report again highlighting how dangerous the situation is. And we've seen the forest fires in BC and Northern Ontario. We've seen extreme weather and flooding here in the Atlantic provinces. We've seen droughts. We know that the climate crisis is impacting us today, and we need to fight it by reducing our emissions. And we can do that by creating thousands of jobs that help us reduce emissions. We can take on the big polluters, and we can protect our planet. And with that, I want to say thank you once again for being here, and I'm ready for any questions you might have. Encore un grand merci pour votre présence, et je suis prêt pour vos questions.
Nous allons donc commencer avec les questions sur place. We will start with questions on location. Andrea, to you. This is the Northern Light newspaper. I guess with a looming election coming, how do you plan to rebuild the NDP brand in New Brunswick? Well, what we've seen in Atlantic Canada, a number of things that New Democrats have long been fighting for. Yvon Godin established himself as a champion for fighting to improve access to employment insurance. And we know that that is something that's not just important here in New Brunswick, but across Canada. And we have shown that there are better ways to deliver help to people. We are going to be continuing to fight to improve employment insurance. But what we've shown Canadians, particularly people in New Brunswick, in this difficult time, when you were down and out or when things were tough, people were having a hard time making ends meet. Who is there for you? The Conservatives can't point to a single thing that they were able to fight for to help people out. And the Liberals wanted to do the minimum. They wanted to start the wage subsidy at 10%. We fought to increase that to 75%. They wanted to start CERB at 1,000. We doubled that. So the nearly 8 million Canadians who got help in this pandemic through CERB were able to get $1,000 more a month because New Democrats were there. So what we've shown Canadians, what we've shown New Brunswick and people of New Brunswick is that with New Democrats elected, you get someone who's fighting for you. And I want to use that to reach out to Canadians, to reach out to people in New Brunswick to say, if you need someone in your corner, we're there for you. Follow-up? I just have one more question. Yep. Will you be announcing any candidate for this area, and are there any contenders at this point? Yes, we've got exciting opportunities for some candidates to come forward. I'm not sure if I want to leak the news, but we've got some folks that have been involved in local politics here that have shown interest, and I'm excited. I've had the opportunity to meet one of those potential candidates today, and we'll have a great representative to continue the tradition in Acadie Bathurst. So I'm really honored by the interest shown, and we're looking forward to announcing an excellent candidate very soon. Your question? François Vignon de la Côte-Canada. Oui. Bonjour, M. Singh. Bonjour. Lors des dernières élections fédérales, certains étaient déçus que vous n'étiez pas passé à ce moment-là par la région de Bathurst. Pourquoi avoir décidé de commencer votre tournée ici à Bathurst cette fois-ci? C'était une décision par exprès. Je peux dire aussi, mon grand ami à me donner un peu d'encouragement à Yvon Godin, mais pour nous, comme parti, c'est vraiment ici qu'on avait une tradition de néo-démocrates. Les gens ici se reconnaissent comment avoir une députée néo-démocrate à aider les gens, comment on s'est battu pour les gens. C'est important pour les gens de reconnaître que les néo-démocrates sont là pour vous, pour vos familles. Et donc, c'était important pour moi d'être ici à Acadie Bathurst pour montrer encore notre tradition de lutter pour les gens, c'est battu pour les gens, et ça, c'est pourquoi on est ici. Lors des dernières élections, ça n'a pas été facile en Atlantique là, pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de remonter la côte? Oui, je peux dire la dernière élection était difficile, mais ce qu'on a fait après cette élection, pour les gens, c'est vraiment un exemple de ce que vous avez avec des représentations néo-démocrates. Quand les gens ont eu besoin d'aide, ce n'étaient pas les conservateurs qui ont livré la marchandise. Les libéraux ont voulu faire le minimum pour aider les gens. Ils ont voulu commencer la PCU avec seulement $1,000. Et on savait que $1,000 n'était pas suffisant pour couvrir le loyer. Ne parlons pas des autres frais dans la vie. Donc, on était là pour les gens. On a doublé la PCU. On a mis en œuvre un programme de congé des maladies payés. On a été là pour les étudiants. On était là pour augmenter la subvention salariale. Donc, on peut montrer ici, au Nouveau-Brunswick, comment on était là pour les gens, comment on a défendu les gens et comment on a vraiment aidé les gens avec les étapes concrètes, des changements pour améliorer leur vie. Mais sans avoir une approche de faire payer le juste part des ultra riches, les libéraux et les conservateurs vont pousser leur seule option, c'est de couper l'aide aux gens ou de mettre plus de pression sur les travailleurs et travailleuses. Donc, ça, c'est une grande question pour les gens et je suis confiant que ça va aider les gens.
excusez-moi, pour un peu renverser la tendance des dernières élections, est-ce que vous avez des candidats vedettes dans la région ici ou dans la un peu de chance d'arriver à des candidats indépendants? Oui, bien sûr, on va livrer des annonces avec des bons candidats, des candidats vedettes. Comme j'ai dit ici à Bathurst, je ne veux pas voler les nouvelles, mais on va avoir un bon candidat qui était impliqué dans les politiques municipales dans le passé. Dans les autres régions de l'Atlantique, on a une ancienne députée provinciale qui s'est déjà présentée pour notre parti fédéral dans Nouvelle-Écosse. On a une ancienne, pas une ancienne, une leader, un chef en matière de mouvements syndicaux en Terre-Neuve et Labrador qui va se présenter aussi. Donc, on a des excellents candidats et on est fiers de nos racines dans les provinces atlantiques et comment on était là pour les gens, comment on s'est battu pour les gens et comment on veut faire ça dans les relances aussi. Dites-moi, ici dans la région, là, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, des gens d'affaires qui croient qu'il serait temps de mettre un terme à la PCI parce qu'ils ont énormément de difficultés à dénicher des employés. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'il est temps de mettre un terme à la PCI? Dans mon avis, ce qu'on doit faire, c'est s'il y a toujours une menace d'une quatrième vague de la COVID-19, s'il y a toujours des secteurs qui sont frappés par la COVID-19, on doit continuer d'aider les gens. Ça veut dire les gens qui travaillent dans les secteurs de tourisme, dans les secteurs des services. On sait qu'ils sont toujours dans une situation de précarité, c'est toujours difficile et on doit continuer de les aider. Ce qu'on veut faire aussi, c'est d'avoir une approche différente que libéraux et conservateurs, une approche qui cible les besoins des petites et moyennes entreprises au lieu des grandes entreprises. Parce que dans cette pandémie, on sait que les grandes entreprises ont eu de grands succès. Ils ont gagné des grands profits. Et ce qui était le problème c'était le fait que les petites entreprises ont eu des grandes difficultés. C'est pourquoi on a présenté une approche spécifique pour aider les petites entreprises. Et en général, on doit encourager les gens avec des bons salaires, avec des bonnes conditions de travail et les gens vont travailler. Absolutely. For us, there's no question about it. In this pandemic, we saw that people needed their access to the internet more than ever. And it's one of those things that's become essential for work, for school, for education, accessing education or services. People need access to high-speed internet. It is just a reality of life right now. And what we've seen for far too long, there is not adequate access. There's not adequate accessibility for communities that are rural, remote, communities that don't have access are faced with greater burdens and greater barriers. So we need to make sure that that's addressed. And we've got a plan around that. We want to make sure we take on the monopoly of the big three. We want to use our public resources to invest in broadband and IT internet. The way we would invest in roads and bridges, we look at it as public infrastructure. We need to look at our access to the internet the same way. It is essential. People need it. It would help revitalize a lot of urban or a lot of rural communities and help them catch up with urban communities. So that's something really important. Now we'll go to questions on Zoom. Nous allons maintenant prendre des questions de Zoom. Alors, j'aimerais inviter les membres des médias. Veuillez, s'il vous plaît, utiliser la fonction « Lever la main » pour poser une question et question de suivi. I would like to invite members of the media online to please use the raise hand function for one question and follow up. We'll go ahead and start with Chris Reynolds with the Canadian Press. Please go ahead. Hi, Mr. Singh. Thanks very much for taking our questions. I was looking at you mentioned the IPCC study, and I just wanted to veer back to that report that found that human activity is changing the climate in these unprecedented and these sometimes irreversible ways. So I was wondering,
To what extent are you concerned that the Liberals will be using this report politically, in spite of your accusations and some environmental groups of a perceived lack of action, despite the carbon pricing and despite pledges to reduce emissions by up to 45% by 2030, despite a perceived lack of action by the party? I really appreciate the question, Mr. Reynolds. I think this question of the climate crisis is where we see the greatest example of Justin Trudeau's all talk and no action. He is the only leader of a G7 nation who has taken power in 2015 that is governed, that has been in power and overseen an increase in emissions. Of any other G7 nation, he's the only leader that has actually increased emissions while he's been in power. He put a tax or put a price on the cost of pollution, but that price on pollution exempts the biggest polluters. People are asking, what's the point of that? He's shown again and again that he is not committed to fighting this crisis. We have said the only way forward is to make sure workers are at the heart of the solution. We know it's going to take thousands of workers to tackle this climate crisis. It matters. We're seeing the forest fires in BC, the devastating images of an entire town wiped out. An example of Lytton. We now know people in Vernon are being evacuated. In BC, we know that in Northern Ontario, the fires are raging. This is a difficult time, and we're seeing the impacts of the climate crisis now. And the IPCC report points out unequivocally that human activity is causing this. And while that is all very scary, and while Justin Trudeau's inaction is really troubling, there is a lot that we can do. I've got a lot of hope for the future because I know we've got the technology and we have the resources to make better decisions. We can invest in retrofitting buildings and homes to lower our emissions, creating jobs. We can electrify transportation, cars, and public transit. We can make massive changes that will create good jobs and that will help us reduce our emissions. I am hopeful for the future because I know we can make better choices. En français, s'il vous plaît. In French as well. Donc, je pense avec la question de la crise climatique, c'est la question où on voit avec Justin Trudeau comment ses actions et ses paroles ne ressemblent pas. Et c'est clair qu'il a dit beaucoup, il a parlé beaucoup, mais ses actions n'est pas les mêmes actions pour répondre aux besoins de cette crise climatique. Il est le seul chef d'un pays de G7 qui a augmenté les chiffres, les émissions pendant le temps qu'il était au pouvoir. Seul leader, seul chef dans n'importe quel pays de G7. Donc, c'est clair qu'il a dit que c'est une priorité, mais ses actions ne montrent pas ça. Et avec le rapport des Nations Unies, avec les scientifiques qui montrent clairement que les activités des personnes ont contribué à le changement climatique, c'est clair. Il y a beaucoup de preuves qui montrent ça. Je sais que beaucoup de gens ont peur pour l'avenir. On a vu les impacts des crises climatiques avec les feux de forêt, avec les inondations. Mais j'ai aussi beaucoup d'espoir. Je sais qu'avec les ressources qu'on a, avec les technologies qu'on a, on peut faire face à la crise climatique. On peut créer des emplois de qualité. On peut électrifier le transport commun, la transportation en général. On peut renouveler, on peut investir dans l'énergie renouvelable. On peut faire beaucoup, mais ça va prendre de courage de faire les changements nécessaires pour créer des emplois, pour faire face à la crise climatique. I was hoping you could also outline one or two NDP policies that really distinguish the New Democrats from the Liberals, aside from major investments in retrofits and green jobs, and also aside from including big polluters in carbon pricing. I'm wondering if there are other policy planks that you might highlight. Well, certainly, but those two really highlight the different approach. We have seen that this crisis has been a problem for a long time, and Liberals really haven't taken this opportunity to invest in creating good jobs, and they haven't taken on the big polluters. Really, for us, for New Democrats, every time we think about this crisis, while people are worried and it's a real fear, we also look at this as an opportunity for us to create good jobs, for us to take on the big polluters. These are two massive things that the Liberals haven't done.
We want to make sure that we are using every resource possible to build the economy of the future so that people have good jobs, not just for today, but for tomorrow as well. And so we know investing in renewable energy, we know electrifying transportation, we know that when we retrofit buildings and homes, these are all ways to build a sustainable economy for the future and help us reduce emissions. I'm confident we can do it. I know young people are hoping for us to make a change, and people right now are feeling the impact, so we've got to get this right. Prochainement, j'ai Boris Proulx avec Le Devoir. C'est à vous. Bonjour, Monsieur Singh. En 2015, au Québec, vous aviez 16 députés. Il n'en reste qu'un seul. J'aimerais savoir si on peut s'attendre à ce que, même si je sais que certains d'entre vos anciens députés sont passés à d'autres choses, si on peut s'attendre à en voir certains revenir se présenter pour vous en 2021. Oui, bien sûr. On a déjà annoncé plusieurs députés, des anciens députés qui se présentent encore. Je peux mentionner quelques-uns. À Montréal, Eve Peclet, qui était une ancienne députée, elle a continué de s'impliquer dans notre mouvement. Elle était présidente de notre section Québec. Elle va se présenter encore comme candidate dans le comté de Outremont. On a Brigitte Sans-Souci dans Saint-Hyacinthe, une voix extraordinaire et elle va se présenter encore. Donc, on a plusieurs exemples des anciens députés, mais aussi des nouveaux candidats et candidates qui vont montrer encore qu'au Québec, si on pose la question, qui était là pour vous dans cette pandémie? Ce n'était pas les conservateurs, ce n'était pas le Bloc qui ont fait, et il ne peut pas mentionner aucune mesure concrète qu'ils ont réussi à accomplir pour aider les gens. Mais les néo-démocrates ont montré quelques-uns. On était là pour les gens. On a doublé la PCU. On a augmenté la subvention salariale. On a livré l'aide aux étudiants. On a mis en œuvre un programme de congé des maladies payées pour la première fois dans l'histoire de notre pays. On était là pour les gens. Au Québec, c'était les néo-démocrates qui s'est battu pour les gens et on va continuer de montrer avec plus de néo-démocrates, vous allez avoir plus d'aide pour vous et vos familles. Merci. J'aimerais également savoir si vous pouvez commenter les derniers sondages où il semble que si Justin Trudeau déclenche des élections, il pourrait de nouveau se trouver en terrain minoritaire. Et j'aimerais savoir si, pour vous, les chiffres sont positifs ou décourageants. Dans mon avis, ce qu'on a accompli pendant la pandémie a montré aux gens comment c'est un avantage d'avoir un gouvernement minoritaire. On a eu la chance d'aider les gens avec plus d'aide. C'était possible avec un gouvernement minoritaire. Mais plus que ça, les gens veulent savoir qui va représenter leurs intérêts, qui va répondre aux grandes questions dans la relance de cette période difficile. Qui va payer la facture pour la relance et la pandémie? Et dans cette question, les gens ont peur parce qu'ils voient des grands déficits et une grande dette. Mais les néo-démocrates, on a montré qu'on va s'assurer que les ultra-riches vont payer le juste part. Et s'ils payent le juste part, on peut continuer d'investir dans les gens. On peut continuer d'avoir une relance qui cible les travailleurs et travailleuses. Donc, pour moi, ça me donne confiance que les gens apprécient ce qu'on a fait et on va continuer de lutter pour les gens. On ne prend jamais pour acquis la vote des gens. Au lieu des libéraux qui prennent pour acquis qu'ils vont avoir des gens qui votent pour eux. Pour nous, on va montrer qu'on est là pour vous. On continue la bataille pour défendre leurs intérêts, les intérêts de monsieur, madame, tout le monde, et on va continuer de pousser pour plus d'aide pour plus de gens. We're going to go to our last question online. So Cormac Sweeney with City News, please go ahead. Hello, can you hear me okay? All right, excellent. So we could be days away from an election call, and I'm just wondering
what you think the ballot box question will be if we do launch into a campaign soon. Do you think it's going to be about the government's past record when it comes to dealing with the pandemic, or is it going to be choosing a path forward for the future of our country? How do you see the main theme of a potential election? One major theme I think that's going to come forward, Mr. McSweeney, is that people are going to wonder, and have been wondering, who's going to pay for the cost of this pandemic? Because people are going to need help. We're going to need to focus on a recovery. And so people are wondering, who's going to pay for this? It's a legitimate question. With the Liberals and with the Conservatives, they have done two things. They've either cut the help that people need, and we've already seen Justin Trudeau start that. It's not actually a surprise. He's already started to cut the help that people need. He has cut the CRB by $800 a month. And what I think is even more egregious, he's currently going after seniors who receive the GIS. These are some of the most vulnerable seniors. So he's going after vulnerable seniors by clawing back their GIS and cutting the help to CRBs. He's already showing that that's what he's doing, cutting the help that people need. The Conservatives have also supported that notion of cutting the help that people receive. Or what's happened is the burden has been increased on working people. What I'm saying is the third option is we can actually ask the ultra-rich to pay their fair share, close loopholes, ask companies like Amazon that made record profits to pay their fair share, and we can invest in people. And so really that's one major question. Who is going to make sure we get the ultra-rich to pay their fair share so we can invest in people? The other big question has been really who's they've been there to fight for people in this pandemic. We have shown without us in Ottawa, the Liberals would have done the minimum. We fought to get more help to more people, and we will do the same thing in the recovery. And yeah, just as a follow-up, I'm going to double barrel this one. Just in terms, you say the NDP will be ready to fight an election. How many candidates do you have nominated currently out of the 338 seats? Would your party have to take out a loan to fight this election? I know you've been able to turn your financial fortunes around recently, but the pandemic may have been a snag for that for you. And then just the second part of my double-barreled question is, you say now is not the time to enter an election with a fourth wave on the horizon. Do you think that it's right to be reopening the border to fully vaccinated American travelers, given the fact that we could be seeing a fourth wave soon? I appreciate the question. I'll start with your second part. With respect to decisions, I know that a lot of border towns have been hurting because there's a lot of family members that live on both sides of the border. I grew up in Windsor, and I know how important it is to be able to live, to be able to cross back and forth. There's lots of folks that live on one side and work on the other side, have family kind of spread across both borders. So it's been really difficult. We need to follow public health experts' advice whenever we come to these type of decisions and do what's in the best interest of Canadians. And I think we should closely monitor the situation and what's going on in the States. There's some really troubling things going on with the increase in the numbers of the Delta variant. COVID cases are going up. So we've got to be very careful that we pay close attention. And really our goal is we want people to be able to live their lives and be able to move freely, but we also want to make sure that Canadians are kept safe. We've got to find that balance. With the election readiness question, yes, we're absolutely ready. Again, I want to reiterate, it does not have to happen. And I think it's a wrong reason. Justin Trudeau's excuses do not pan out. Parliament has been working the way Canadians want it to work. The Liberals have been able to work with the Conservatives to hurt people, and we've been able to force them to get more help to people. So we've shown that it works. And in terms of readiness, we've got over 100 candidates nominated. We've got great candidates, star candidates across the country. We've got nomination races in the midst right now, happening right now. So we're looking forward to more candidates being nominated. And we've cleared our past election debt, and we've got a great position right now. We're going to run a campaign with more than double what we ran last time. So we're going to be in a great position for an election. But again, it shouldn't be about whether we're ready to fight an election or whether it's going to be good for me or for my party. I've said I want to make a decision that's in the best interest of Canadians. And you would think that in a pandemic that the Liberals would think the same way as well. It doesn't look like that's the case. It looks like they're more interested in power rather than doing what's in the interest of Canadians. I think for various reasons, we should be focused on getting the help that people need and not going to an election. But if it's called, we'll be ready. Thank you very much. Merci beaucoup. Ceci conclut notre conférence de presse. This ends our press conference. Thank you. Have a good day. Bonne journée.